La Première Guerre mondiale, aussi appelée la Grande Guerre, est un conflit militaire impliquant dans un premier temps les puissances européennes et s'étendant ensuite à plusieurs continents, qui s'est déroulé de 1914 à 1918. D'ailleurs, elle est parfois désignée par le chrononyme guerre de 14-18. Le 28 juin 1914, à Sarajevo, un jeune nationaliste serbe originaire de Bosnie, Gavrilo Princip, assassine le couple héritier du trône austro-hongrois, le prince François Ferdinand d'Autriche et son épouse la duchesse de Hohenberg. L'Autriche-Hongrie réagit à l'attentat en formulant un ultimatum à l'encontre du royaume de Serbie, en accord avec son allié allemand. L'une des exigences austro-hongroises étant jugée inacceptable par les Serbes, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Ce qui aurait pu n'être qu'une guerre balkanique de plus, dégénère en guerre mondiale par le jeu des alliances entre les grandes puissances européennes qui sont à la tête d'empires s'étendant sur plusieurs continents. Considérée comme un des événements marquants du XXe siècle, cette guerre met essentiellement aux prises deux grandes alliances, la Triple Entente ou alliée de la Première Guerre mondiale, et la Quadruplice des empires centraux. La Triple Entente est composée initialement de la France, du Royaume-Uni, de la Russie et de leurs empires. Plusieurs autres États se joignent à cette coalition, dont la Belgique, envahie par l'Allemagne, qui fait appel à la France et au Royaume-Uni, garante de son indépendance. Le Japon rejoint la coalition en août 1914, l'Italie en avril 1915, la Roumanie en août 1916 et les États-Unis en avril 1917, ainsi que de nombreux autres pays moins puissants. En revanche, la Russie sort du conflit en décembre 1917 lorsque la République russe devient un État bolchevique. Les empires centraux sont l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, et les colonies qu'elle contrôle. L'Empire ottoman les rejoint en octobre 1914, suivi un an plus tard du Royaume de Bulgarie. Parmi les nations européennes, seuls les Pays-Bas, la Suisse, l'Espagne, le Danemark, la Norvège, la Suède, le Liechtenstein et Monaco demeurent officiellement neutres, bien que certains d'entre eux participent financièrement ou matériellement aux efforts de guerre des protagonistes. Les combats se déroulent sur différents fronts situés principalement en Europe, mais une petite partie de l'Asie, de l'Océanie et de l'Afrique, ainsi que l'Atlantique Nord connaissent également des actions militaires. Le front de l'Ouest est caractérisé par un ensemble de tranchées et de fortifications séparées par une aire surnommée le No Man's Land. Ces fortifications s'étendent sur plus de 600 km, et donnent lieu à la guerre des tranchées. Sur le front de l'Est, l'étendue des plaines et la faible densité ferroviaire empêchent la stabilisation des champs de bataille, mais le conflit est tout aussi étendu. D'importants combats ont lieu dans les Balkans, au Moyen-Orient et en Italie. Cette guerre est la première où les aéronefs, ballons fixes ou dirigeables, puis de plus en plus, les avions, jouent un rôle tactique important, d'abord pour l'observation et la reconnaissance, puis pour la chasse et le bombardement. Les premiers véhicules blindés motorisés apparaissent alors, essentiellement au sein de la Triple Entente à la supériorité de laquelle ils contribuent. Elle donne également lieu au premier engagement massif de sous-marins de combat, et à une guerre de course menée contre des flottes commerciales, qui atteint son paroxysme lors de la première bataille de l'Atlantique. Parfois qualifiée de guerre totale, elle atteint une échelle et une intensité inconnues jusqu'alors. Elle implique plus de soldats, provoque plus de morts et cause plus de destruction que toute autre guerre antérieure. Plus de 60 millions de soldats y prennent part. Pendant cette guerre,
Environ 10 millions de civils et de militaires sont morts et environ 20 millions sont blessés. D'autres événements historiques majeurs surviennent pendant ce conflit, comme le génocide arménien, 1915-1916, la Révolution russe, 1917, ou la grippe de 1918, qui augmente la mortalité et la détresse des populations. Pour toutes ces raisons, cette époque marque profondément ceux qui la vivent. Cette guerre entraîne de nombreux changements géopolitiques et infléchit fortement le cours du XXe siècle. Elle cause l'effondrement ou la fragmentation des empires allemands, austro-hongrois, russes et ottomans. L'Allemagne voit son territoire réduit ainsi que sa puissance économique et militaire amputée lors du traité de Versailles. En conséquence, les frontières européennes et du Proche-Orient sont redessinées, des monarchies sont remplacées par des États communistes ou par des républiques démocratiques. Pour la première fois, une institution internationale est créée dans le but de régler les différends internationaux, la Société des Nations. Cette guerre a des origines profondes qui doivent s'analyser sur la longue durée. L'historien André Lehé évoque ainsi le rôle des rivalités économiques et coloniales. On compte parmi les raisons structurelles un nationalisme fort, la montée des impérialismes, et les volontés expansionnistes qui y sont associées, comme l'irrédentisme italien, des conflits précédents non résolus, guerre balkanique, auxquelles s'ajoutent des rivalités économiques, un système d'alliances militaires complexes développé entre les différents pays européens au cours du XIXe siècle après la défaite napoléonienne de 1815, le Congrès de Vienne qui s'est ensuivi et l'indépendance belge de 1830, entraînant la France et le Royaume-Uni à se porter garante de celle-ci. Toutefois le mythe d'un revanchisme français après la perte de l'Alsace-Moselle a été clairement démonté par la recherche historique. Des malentendus diplomatiques s'ensuivirent, l'Allemagne pensant notamment que le Royaume-Uni resterait neutre devant l'invasion de la Belgique. Le climat de tension régnant avait poussé les grandes puissances européennes à une course aux armements, et chaque état-major s'était activement préparé au conflit. L'attentat de Sarajevo déclenche ce que l'historien Jean-Baptiste Durosel appelle un mécanisme, qui entraîne presque malgré eux les protagonistes vers une guerre totale. L'historien Christophe Clark l'a décrit essentiellement comme une perte de contrôle de la tension internationale par les hommes d'État. Il rejoint Durosel sur le concept de mécanisme échappant au contrôle politique, mais souligne l'effervescence belliqueuse de la Serbie, la partialité de la Russie en faveur de cette dernière, et le désir de l'état-major allemand de déclencher rapidement une guerre avant d'être dépassé par la Russie. Des historiens comme Fritz Fischer ou John Roll mettent en évidence le fait que la guerre avait été souhaitée par les dirigeants allemands, qui étaient persuadés qu'elle était préférable à un statu quo jugé humiliant pour l'Allemagne. En tout cas, à l'été 1914, l'Allemagne était le seul pays qui fut prêt à mener une guerre moderne de grande ampleur. Tous les autres pays ont été pris au dépourvu, ce qui réduit à néant les théories cherchant dans un complot la cause de la guerre. L'impérialisme des nations européennes est matérialisé par le traitement de la question coloniale. La conférence de Berlin de 1885 avait permis le partage de l'Afrique entre les puissances européennes. Une notable partie de l'Afrique centrale, le Congo, était octroyée au roi des Belges Léopold II, qui avait habilement utilisé les rivalités entre la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne pour neutraliser ainsi le centre de l'Afrique. Mais les différends coloniaux ne vont cesser de s'accroître, entretenant par la même occasion les tensions entre les métropoles. Tensions d'abord entre Français et Britanniques en Égypte et, surtout,
au Soudan avec la crise de Fashoda en 1898, ainsi que des tensions entre la France et l'Italie en Tunisie en 1881, qui vont entraîner l'adhésion de l'Italie à la Triplice. Les tensions entre la France et l'Allemagne apparaissent dès 1905 au Maroc. Depuis 1871, l'Allemagne unifiée a rattrapé, en quelques décennies, son retard économique sur le reste de l'Europe occidentale en se dotant par exemple d'une industrie très concentrée. L'Allemagne regarde donc outre-mer et vers l'Afrique où elle espère trouver des matières premières à bon marché ou même fonder des comptoirs pour écouler ses produits manufacturés. Cependant, la France, la Grande-Bretagne et la Belgique se partagent l'Afrique, l'Asie aussi est sous la coupe européenne. L'Allemagne, sauf en de rares endroits comme au Cameroun, Namibie, Tanganyika et Togo ne peut obtenir de zone d'influence dans les colonies. Aussi ressent-elle comme une injustice que son industrie de plus en plus compétitive se heurte à la crainte ou à l'égoïsme des autres puissances européennes. Ne disposant pas de colonies de peuplement, Guillaume II souhaite prendre pied au Maroc au nom de la Weltpolitik. Les deux crises qui l'opposent à la France, en 1905 avec la conférence d'Algésiras et en 1911 avec le coup d'Agadir, conduisent à une multiplication des incidents diplomatiques. Pour l'historien allemand Fritz Fischer, cette situation est l'une des principales causes du déclenchement du conflit. Dès 1905, le conflit semble inévitable entre la France et l'Allemagne. Toutefois, les rivalités coloniales entre Français et Britanniques en Afrique n'ont entraîné aucune guerre entre ces deux pays à l'époque contemporaine. Ce fait montre les limites d'une explication de la Grande Guerre par l'impérialisme. En général, les rivalités coloniales se réglaient par des transactions. Représentation de la conférence de Berlin, en 1884, où sont réunis les représentants des puissances européennes. Les inquiétudes sont aussi d'ordre économique. Même si chaque pays développe son économie, la rivalité économique entre l'Allemagne et la France s'accroît à partir de 1912. La grande puissance industrielle allemande inquiète les États européens, car les produits allemands inondent les marchés français et britanniques. Cette rivalité économique a contribué à alourdir le climat général entre les deux États et, par là même, à faciliter la rupture. Quant aux Allemands, ils s'inquiètent de la croissance économique et démographique de la puissance russe qui les amène à penser qu'ils seraient incapables de lui résister dans quelques années, de telle sorte qu'ils ont peut-être intérêt à provoquer un conflit avant qu'il ne soit trop tard. Du reste, l'interpénétration des économies européennes était déjà si forte que la plupart des milieux industriels et financiers avaient tout intérêt au maintien de la paix. Le principal débouché des industries métallurgiques, par exemple, n'était pas l'armement mais les chemins de fer, comme l'a montré François Crouzet. Une explication fréquemment avancée à l'antagonisme franco-allemand est que celui-ci puiserait sa force dans l'idée de revanche et le retour à la mère patrie des provinces perdues d'Alsace-Lorraine. Néanmoins, si la résistance à l'Allemagne reste forte en Alsace-Lorraine, cette sensibilité a beaucoup évolué dans le temps. L'idée de revanche, obsessionnelle en France après la défaite de 1870, s'est estompée dès les années 1880, aucun parti politique, après la crise boulangiste, ne revendique ostensiblement le retour à la mère patrie des provinces perdues, pour la plupart des Français de 1914. Bien que le souvenir reste présent, ce n'est plus qu'une vieille histoire. Les Français demeurent par ailleurs inquiets devant la poussée démographique de l'Allemagne, alors que la France connaît une stagnation démographique, ce qui donnerait un avantage certain aux Allemands dans le cas d'un conflit. Enfin,
L'empereur Guillaume II est très influencé par le milieu des officiers prussiens, garant de la solidité de l'Empire, tout auréolé de ses succès du milieu du XIXe siècle et qui a forgé l'unité allemande face à l'Autriche et à la France. Pour l'empereur, une guerre ou un conflit localisé dans les Balkans peut se révéler être une solution pour résoudre les problèmes territoriaux de son allié autrichien. Pour l'historien allemand Fritz Fischer, un conflit dans les Balkans a l'intérêt de justifier une attaque contre la France, et l'armée allemande, la plus puissante du monde, semble être un instrument si parfait qu'il est tentant de s'en servir. Dans l'Empire austro-hongrois, où pas moins de 40 peuples cohabitent, les velléités séparatistes sont nombreuses, liées à l'éveil des minorités nationales, Bohême, Croatie, Slavonie, Galicie, etc., qui se manifestent depuis 1848. L'Empire ottoman, déjà très affaibli, est ébranlé par la révolution des jeunes Turcs en 1908. L'Autriche-Hongrie en profite pour mettre la main sur la Bosnie-Herzégovine voisine et désire continuer son expansion dans la vallée du Danube, jusqu'à la mer Noire, ou, du moins, maintenir le statu quo hérité du traité de San Stefano et du traité de Berlin. Mais pour cela, les responsables politiques et militaires austro-hongrois considèrent qu'il faut neutraliser leur pays voisin qu'est la Serbie. En Serbie, le nouveau roi, Pierre Ier envisage la formation d'une grande Yougoslavie, regroupant les nations qui appartiennent à l'Empire austro-hongrois. Dans les Balkans, la Russie trouve un allié de poids en la Serbie, qui a l'ambition d'unifier les Slaves du Sud. Le nationalisme serbe se teinte donc d'une volonté impérialiste, le panserbisme et rejoint le panslavisme russe, récoltant l'appui du tsar à ces mêmes Slaves du Sud. Les Balkans, soustraits de l'Empire ottoman, sont en effet l'objet de rivalités entre les grandes puissances européennes. En 1878, à la suite d'une révolte des Bulgares et à une intervention des Russes puis des Autrichiens, la partie nord des Balkans est détachée de l'Empire ottoman. La rivalité entre Russes et Autrichiens dans les Balkans s'accentue. En 1912 et 1913, deux guerres affectent la région. La première est tournée contre l'Empire ottoman qui perd tous ses territoires en Europe à l'exception de la Thrace orientale. La seconde est un conflit entre la Bulgarie et les autres pays balkaniques. Elle se traduit par une importante extension du territoire et du nationalisme de la Serbie, un mécontentement de la Bulgarie, dépossédée d'une partie de son territoire et par la création, sous la pression autrichienne, d'une Albanie indépendante qui empêche la Serbie d'avoir une façade maritime. Depuis longtemps, la Russie nourrit des appétits face à l'Empire ottoman, détenir un accès à une mer chaude, mer Méditerranée. Cette politique passe par le contrôle des détroits. Dans cet empire russe, les Polonais sont privés d'État souverain et se trouvent partagés entre les empires russes, allemand et austro-hongrois. En Allemagne et au Royaume-Uni, dès le début du XXe siècle, l'essor industriel et la remilitarisation se sont accentués et l'Allemagne a des intérêts dans l'Empire ottoman. L'Italie, unifiée depuis 1860, a donné à la France, à la suite de la victoire de la France sur l'Autriche, la Savoie et le comté de Nice. Malgré un fort courant pacifiste, l'Italie veut prendre au voisin autrichien, avec lequel elle a un vieux contentieux, des territoires qu'elle considère comme italiens, les terres irrédentes, car majoritairement italophones. Elle désire s'étendre en Dalmatie, liée historiquement à l'Italie et où l'on parle aussi italien, et contrôler la mer Adriatique, à l'instar de ce qu'a fait la République de Venise,
et ce d'autant plus que ces tentatives de conquête d'un empire colonial africain ont échoué après la débâcle d'Adoua en Abyssinie en 1896. Seule une partie du Tigré a été rattachée à l'Érythrée déjà italienne, ainsi que la Somalie. La Libye est devenue colonie italienne en 1911 à la suite de la guerre italo-turque. En 1914, l'Allemagne peut aussi compter sur la sympathie de l'Empire ottoman, qui n'a pas apprécié d'avoir été privé par Winston Churchill de deux cuirassés construits par le Royaume-Uni. La menace russe pour prendre le contrôle des détroits se précise. En effet, le Royaume-Uni qui, jadis, protégeait l'Empire ottoman, est maintenant allié à la Russie. Pour la Turquie, seul un rapprochement avec l'Allemagne de Guillaume II peut la sortir de son isolement. Elle a ainsi pu trouver des sympathies auprès des peuples colonisés dans tout le bassin de la Méditerranée, du Caucase à Marrakech. La France finit cependant par sortir de son isolement. Le 27 août 1891, une convention militaire secrète est signée entre la France et la Russie après le lancement du premier emprunt russe sur la place de Paris. Ce choix diplomatique est dicté par les impératifs de la politique internationale. Cet accord est officialisé le 27 décembre 1893. L'alliance franco-russe est renforcée en 1912 et prévoit une alliance défensive entre les deux pays. La France bénéficie ainsi d'un allié de poids, notamment sur le plan démographique et stratégique, avec la possibilité d'un deuxième front à l'est de l'Allemagne, ou d'un front en Inde en cas de guerre avec le Royaume-Uni, tandis que l'Empire tsariste peut moderniser l'économie et l'armée du pays grâce aux capitaux français. Après la crise de Fashoda en 1898 entre Français et Anglais, les deux États ont réglé leurs différends coloniaux. En 1904, inquiet des progrès économiques et commerciaux de l'Empire allemand et de la puissance acquise sur mer par la flotte allemande, le Royaume-Uni accepte enfin de sortir de son isolement. Théophile Delcassé, alors ministre français des Affaires étrangères, réussit le rapprochement franco-anglaise avec la signature de l'entente cordiale en 1904. Celle-ci n'est pas un traité d'alliance liant les deux pays, mais leur destin est de plus en plus imbriqué. Enfin, en 1907, à l'instigation de la France, le Royaume-Uni et la Russie règlent leurs contentieux en Asie en délimitant leurs zones d'influence respectives en Perse, en Afghanistan et en Chine. Ainsi naît la Triple Entente. Ces alliances accroissent en fait le risque structurel de conflit. En 1914, le plan à appliquer prévoit de laisser face à la Russie une faible partie des forces allemandes, en pariant sur la lenteur de la mobilisation russe. Ce plan oblige cependant l'Allemagne à prendre l'initiative des opérations militaires, dans le cas où la France entrerait en guerre immédiatement après la Russie. De son côté, la France met sur pied à partir de 1913 le plan 17 qui, respectant la neutralité belge, prévoit de répondre à une attaque allemande en prenant l'offensive en Lorraine sur un terrain moins favorable que les plaines de Flandre. Enfin les Britanniques, sous l'impulsion d'Henry Hugo Wilson, directeur des opérations militaires au ministère de la Guerre, adopte un plan de débarquement du corps expéditionnaire britannique en France en cas d'attaque allemande. L'état-major de la Royal Navy s'oppose à ce projet qui serait trop long à mettre en œuvre. Les Allemands seraient à mi-chemin de Paris avant que l'armée britannique puisse agir. En plus, les 4 à 6 divisions que les Britanniques seraient susceptibles de mettre sur pied auraient peu de poids dans une guerre où chaque camp alignait entre 70 et 80 divisions. Une autre option envisagée par l'état-major britannique est de débarquer à Anvers en cas d'une menace de l'armée allemande sur ce port bien abrité dans l'estuaire de l'Escaut.
à partir duquel la puissante marine de guerre bâtie par l'empereur Guillaume II pourrait menacer les communications du Royaume-Uni dans la Manche. Dans les deux camps, la course aux armements s'accélère et il y a surenchère dans la préparation de la guerre. Les dépenses consacrées aux armées s'envolent. Les fortifications frontalières, du moins à la fin du XIXe siècle, l'artillerie, le fameux canon de 75 de l'armée française, les canons lourds allemands et les flottes de guerre, le dreadnought britannique et les cuirassés allemands, absorbent une bonne partie des budgets des États. Le matériel est modernisé et la durée du service militaire a allongé dans plusieurs pays. En France, la durée du service militaire passe à 3 ans en août 1913 pour pallier, dans une certaine mesure, l'infériorité numérique de la France face à l'Allemagne. En effet, si en 1870, les deux pays avaient une population quasi identique, en 1914 l'Allemagne comprenait une population de 67 millions, tandis que la France, ayant à peine comblé la perte de l'Alsace-Lorraine, était peuplée d'environ 40 millions d'habitants. En Belgique, une loi instaure le service militaire obligatoire et l'armement des forts de l'Est est accéléré, mesure destinée à rendre crédible la volonté belge de défendre la neutralité du pays contre toute attaque, comme le traité de 1831 garantissant l'indépendance, en fait obligation au Royaume. C'est la seule façon d'espérer que la France et le Royaume-Uni rempliront leur devoir de garant en venant au secours de la Belgique si celle-ci est envahie par l'Allemagne, ce qui paraît la perspective la plus probable. Procès de Gavrilo Princip à la suite de l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche le 28 juin 1914. Le détonateur du processus diplomatique aboutissant à la guerre est le double assassinat de l'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, et de son épouse morganatique Sophie Chotek, duchesse de Hohenberg, à Sarajevo le 28 juin 1914 par un étudiant nationaliste serbe de Bosnie, Gavrilo Princip. Les autorités autrichiennes accusent immédiatement la Serbie voisine d'être à l'origine du crime. Les Autrichiens voient dans l'attentat de Sarajevo un prétexte idéal, souhaité de longue date, pour éliminer la Serbie dans les Balkans. L'Autriche-Hongrie interpelle l'Allemagne sur le sujet, mais pas l'Italie. Le 5 juillet, l'Allemagne assure l'Autriche-Hongrie de son soutien inconditionnel dans tout ce que l'Autriche-Hongrie jugera utile de faire contre la Serbie, peu importe les conséquences possibles. Selon les historiens, le fait que l'Allemagne ait donné cette assurance à son allié a grandement contribué à l'émergence de la Première Guerre mondiale. En effet, un refus allemand aurait pu dissuader les Austro-Hongrois d'engager un conflit armé. Il semble au haut commandement allemand que jamais les chances d'un succès contre la Serbie, la Russie et la France ne seraient aussi favorables. C'est la politique dite du risque calculé définie par le chancelier Bethmann Hollweg. Télégramme du gouvernement austro-hongrois au gouvernement serbe lors de la déclaration de guerre du 28 juillet 1914. La déclaration de guerre de l'Empire allemand, signée par le Kaiser Guillaume II. Après concertation avec l'Allemagne, le 23 juillet, l'Autriche-Hongrie lance un ultimatum en 10 points à la Serbie dans lequel elle exige que les autorités autrichiennes puissent enquêter en Serbie. Le lendemain, à l'issue du Conseil des ministres tenu sous la présidence du tsar Nicolas II à Krasnoïe-Selo, la Russie ordonne la mobilisation partielle pour les régions militaires d'Odessa, Kiev, Kazan et Moscou, ainsi que pour les flottes de la Baltique et de la mer Noire. Elle demande en outre aux autres régions d'hâter les préparatifs de mobilisation générale. Les Serbes décrètent la mobilisation générale le 25 et, au soir,
déclare accepter tous les termes de l'ultimatum, hormis celui réclamant que des enquêteurs autrichiens se rendent dans le pays. À la suite de cela, l'Autriche rompt ses relations diplomatiques avec la Serbie, et ordonne, le lendemain, une mobilisation partielle contre ce pays pour le 28, jour où, sur le refus d'approuver son ultimatum lancé 5 jours plus tôt, elle lui déclare la guerre. L'Italie, qui n'avait pas été interpellée par l'Autriche, déclare sa neutralité. Le gouvernement français enjoint à son armée de retirer toutes ses troupes à 10 km en deçà de la frontière allemande, pour faire baisser la tension et éviter tout incident de frontière qui pourrait dégénérer. Le 29 juillet, la Russie déclare unilatéralement, en dehors de la concertation prévue par les accords militaires franco-russes, la mobilisation partielle contre l'Autriche-Hongrie. Le chancelier allemand Bethmann Hollweg se laisse alors jusqu'au 31 pour une réponse appropriée. Le 30, la Russie ordonne la mobilisation générale contre l'Allemagne. En réponse, le lendemain, l'Allemagne proclame l'état de danger de guerre. C'est aussi la mobilisation générale en Autriche pour le 4 août. En effet, le Kaiser Guillaume II demande à son cousin le tsar Nicolas II de suspendre la mobilisation générale russe. Devant son refus, l'Allemagne adresse un ultimatum exigeant l'arrêt de sa mobilisation et l'engagement de ne pas soutenir la Serbie. Un autre est adressé à la France, lui demandant de ne pas soutenir la Russie si cette dernière venait à prendre la défense de la Serbie. En France, Jean Jaurès est assassiné à Paris par le nationaliste Raoul Vien le 31 juillet. Le 1er août, à la suite de la réponse russe, l'Allemagne mobilise et déclare la guerre à la Russie. En France, le gouvernement décrète la mobilisation générale le même jour. À 16h43, le lendemain, l'Allemagne envahit le Luxembourg, un pays neutre, et adresse un ultimatum à la Belgique, elle aussi neutre, pour réclamer le libre passage de ses troupes. Au même moment, l'Allemagne et l'Empire ottoman signent une alliance contre la Russie. Le 3 août, la Belgique rejette l'ultimatum allemand. L'Allemagne entend prendre l'initiative militaire selon le plan Schlieffen. Elle adresse un ultimatum au gouvernement français, exigeant la neutralité de la France qui en outre devrait abandonner 3 places fortes dont Verdun. Le gouvernement français répond que la France agira conformément à ses intérêts. L'Allemagne déclare alors la guerre à la France. Le Royaume-Uni, qui souhaitait éviter la guerre, déclare qu'il garantit la neutralité belge, et réclame le lendemain que les armées allemandes, qui viennent de pénétrer en Belgique, soient immédiatement retirées. Le gouvernement de Londres ne reçoit aucune réponse, et déclare donc la guerre à l'Allemagne le 4 août. Seule l'Italie, membre de la Triplice qui la lie à l'Allemagne et à l'Autriche, se réserve la possibilité d'intervenir plus tard suivant les circonstances. Le 6 août, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Russie aux côtés de l'Allemagne. Le 11, la France déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie, suivi par le Royaume-Uni le 13. Comme la plupart des pays engagés possèdent des colonies, l'affrontement prend rapidement un caractère mondial, faisant partie du Commonwealth, le Canada, l'Australie, l'Inde, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud entrent automatiquement en guerre contre l'Allemagne, de même que les colonies françaises et belges. Le 23 août, le Japon offre son appui aux Alliés et déclare la guerre à l'Allemagne. Le 1er novembre, l'Empire ottoman se joint aux puissances centrales. Le sort de la guerre cependant se joue en Europe, surtout en France, qui en supporte la charge la plus lourde. Les deux camps sont équilibrés. L'Alliance et l'Entente possèdent des effectifs pratiquement identiques. En 1918, la guerre concerne la plupart des pays du monde. La France,
malgré une population d'environ 39 millions d'habitants, peut disposer immédiatement de près de 800 000 soldats d'actifs depuis l'adoption de la loi des 3 ans, août 1913, qui augmente la durée du service militaire. La mobilisation, terminée vers le 15 août, complète les effectifs. Les uniformes portés par les soldats français ressemblent singulièrement à ceux portés lors de la guerre de 1870 avec le fameux pantalon Garance. Il est porté non seulement par tradition, mais aussi pour être vu de loin par l'artillerie, et donc pour éviter les pertes par tir ami, et ce à une époque où la poudre sans fumée, inventée en 1884 par le professeur Vieille, n'existe pas encore. En effet, la doctrine française de l'offensive s'appuyait sur le canon à tir rapide de 75, devant accompagner l'infanterie pour réduire les troupes adverses avant l'assaut. Il faut attendre 1915 pour que soit distribué l'uniforme bleu horizon afin de réduire la visibilité des soldats face au feu des armes ennemies. L'armée française rejoignait ainsi l'usage adopté par les autres armées européennes, britanniques, allemandes, russes et italiennes, de couleurs discrètes pour leur tenue de campagne. Entre 1914 et 1918. L'élément tactique de base est la division d'infanterie. Le 2 août 1914, la France mobilise 93 divisions, dont 45 actives, 25 de réserve, 11 territoriales, 2 coloniales, 10 divisions de cavalerie. Le 11 novembre 1918. Elle dispose de 119 divisions d'infanterie. En 1914, la division d'infanterie française comprend 4 régiments d'infanterie à 3 bataillons, un régiment d'artillerie de campagne à 3 groupes, un escadron de cavalerie, une compagnie de génie. En 1918, la division d'infanterie française comprend 3 régiments d'infanterie à 3 bataillons, un régiment d'artillerie de campagne à 3 groupes, un groupe d'artillerie lourde, un escadron de cavalerie, une compagnie de génie, une escadrille. Le premier mort militaire français est le caporal Jules-André Jau, tué le 2 août 1914 à Joncheret. La Belgique présente une force théorique de 350 000 hommes grâce au service militaire obligatoire instauré depuis peu, mais ne peut opposer à l'armée allemande, dans l'immédiat, qu'une armée de campagne de 140 000 hommes appuyée sur des lignes de fortification autour des places de Liège, Namur et, surtout, d'Anvers, énorme place forte constituée de 3 lignes de forteresses autour du port. C'est le réduit national considéré comme la plus importante place forte du monde, mais qui n'est pas encore achevée. Au début des hostilités, le corps expéditionnaire britannique n'est encore qu'en petit nombre, environ 70 000 hommes, et ne joue qu'un rôle mineur dans le déroulement des opérations. Il est essentiellement composé de soldats professionnels bien entraînés, bien équipés et expérimentés. Le Royaume-Uni est donc, apparemment, le plus faible des États en cause dans la guerre qui commence. Mais ses dirigeants disposent d'une réserve de millions de soldats venus de ses colonies, Inde, Kenya, Nigeria, etc., et surtout des dominions, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et Terre-Neuve. Toutefois, ces forces ne seront disponibles que dans un délai tel que les dirigeants anglais comptent, d'abord, sur la France et la Belgique pour ralentir l'attaque allemande, craignant que l'agresseur puisse s'installer sur les côtes de la mer du Nord et à Anvers, dont William Pitt avait dit que ce port retranché dans l'estuaire de l'Escaut était un pistolet braqué sur le cœur de l'Angleterre. Aussi, la Royal Navy est-elle mise en alerte, avec celle-ci le Royaume-Uni est le plus fort sur les mers.
Elle peut donc protéger les îles britanniques contre toute attaque maritime de la flotte de guerre allemande devenue la deuxième au monde sous l'impulsion de l'empereur Guillaume II. Les armées russes sont immenses, et la France compte beaucoup sur elles pour diviser l'armée allemande. Mais ce nombre impressionnant de soldats, 1 300 000 soldats d'actifs et 4 millions de réservistes, masque le fait qu'il ne s'agit le plus souvent que de paysans sans aucune formation militaire, mal armés et mal équipés. Et, de plus, le commandement russe se révèle lui-même médiocre. L'Allemagne est bien plus peuplée que la France, 67 millions d'habitants contre 39 millions, mais elle doit réserver une partie de ses forces au front de l'Est. La moyenne d'âge des soldats allemands est également inférieure à celle des Français. Au début de la guerre, l'Allemagne, contrairement à la France, n'a pas rappelé les classes d'âge élevées et dispose encore d'importantes réserves humaines, 870 000 hommes. L'équipement du soldat allemand est généralement meilleur que celui du soldat français, il est soutenu par de nombreuses mitrailleuses, tout comme le soldat français mais selon une doctrine plus favorable à la concentration de leur feu, et par la meilleure artillerie lourde du monde. En dehors de certains anachronismes, comme le casque à pointe, il tient généralement compte de l'expérience acquise dans les conflits de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Les forces en présence sont telles que toute une génération de jeunes Européens est mobilisée, faisant de ce conflit la première guerre de masse pour certains historiens. Lorsque la mobilisation est décrétée en France le 1er août 1914, la France est en pleine moisson et ne pense pas à la guerre. Jean-Baptiste Durosel qualifie l'hypothèse d'une guerre de revanche comme absurde. Les mobilisés ne songent guère à reprendre l'Alsace-Lorraine, mais ils sont résolus à défendre le pays contre l'envahisseur qui a déclenché la guerre. Le patriotisme des combattants est un patriotisme défensif. En témoigne le faible nombre de déserteurs, 1,5% démobilisés. De plus, beaucoup pensent que la guerre sera courte. Les moments d'enthousiasme existent, notamment à l'occasion du rassemblement des mobilisés dans les gares, mais demeure une exception. Le sentiment qui domine est la détermination à défendre la patrie et la République, contre un ennemi perçu comme redoutable. En Allemagne et au Royaume-Uni se manifeste aussi un patriotisme sans faille, exprimé en Allemagne par la certitude de vaincre et la conviction d'une supériorité non seulement militaire, mais aussi industrielle, culturelle, voire raciale. Par contre, en Russie, une opposition à la guerre se développe dans les milieux libéraux et révolutionnaires. Les socialistes russes sont divisés entre le ralliement et le défaitisme. Le président français Raymond Poincaré appelle à l'union sacrée. La Chambre et le Sénat français votent les crédits de guerre à l'unanimité, tandis que l'état de siège, déclaré par Poincaré 2 jours avant réception de la déclaration de guerre allemande, soit le 2 août 1914. Est entériné dans des conditions contraires aux lois prévoyant celui-ci. Il en va de même au Reichstag où les députés sociodémocrates votent aussi par 78 contre 14 les crédits de guerre malgré leurs engagements contre la course aux armements. Au même moment, l'Union sacrée se forme en Russie, la Douma vote des crédits de guerre. Comme les armées commencent à s'affronter, les gouvernements belligérants se lancent dans une lutte médiatique à coups de publication de documents soigneusement sélectionnés, exhibant essentiellement des échanges diplomatiques. Le livre blanc de l'Allemagne en contient ainsi 36. Le livre jaune français, achevé après 3 mois de travail, en regroupe 164. Ces ouvrages de propagande visent à convaincre les opinions publiques du bien fondé de leurs droits. Dans le livre blanc, des coupures éliminent ainsi tout ce qui pourrait profiter à la position russe.
Le livre jaune est qualifié par les propagandistes allemands de vaste collection de falsifications. La France est accusée d'avoir donné son appui inconditionnel à la Russie. L'Allemagne tente de montrer qu'elle a été contrainte à la mobilisation générale par celle de la Russie, qui elle-même rejette la responsabilité sur l'Autriche-Hongrie. Les documents alliés sur les circonstances de la déclaration de guerre, ainsi que les crimes de guerre commis par l'armée allemande, constitueront la base sur laquelle les Alliés s'appuieront en 1919 pour formuler l'article 231 du traité de Versailles affirmant l'exclusive responsabilité de l'Allemagne et de ses alliés. La lutte médiatique se poursuit dans les tranchées où les poilus s'informent grâce notamment aux nombreux journaux censurés ou contrôlés par la propagande de guerre qui rappelle cette guerre du droit. La France et l'Allemagne vont jusqu'à utiliser la neutralité de la langue internationale espéranto pour publier des textes de propagande dans les revues respectives. Pour la France par l'espéranto, France, et Internacia Bulletino et l'avait repris la Milito au bulletin international, La vérité sur la guerre, Allemagne. Les poilus parviennent cependant à éviter le bourrage de crâne, d'abord en étant au plus près des réalités de la guerre, ce qui les rend très sceptiques face aux mensonges de la propagande, parfois en se faisant envoyer, le plus souvent par l'intermédiaire de leur famille, des livres très divers, de la littérature de l'arrière comme Gaspard de René Benjamin, de la littérature de tranchées comme Le Feu d'Henri Barbusseux ou les récits de guerre de Maurice Genevoix, des romans antimilitaristes comme Les Sous-Off de Lucien Descaves, des livres qui permettent de comprendre ce qui se déroulait sur le front, tels Guerre et paix de Tolstoï, ou Les Pensées de Pascal. La littérature patriotique reste prédominante chez les soldats allemands, avec les souffrances du jeune Werther de Goethe ou Considération d'un apolitique de Thomas Mann. La littérature de guerre est suffisamment importante pour que naisse en 1919 une association des écrivains combattants visant à défendre les intérêts des écrivains survivants et la mémoire de ceux tombés au champ d'honneur. La propagande s'exerce aussi sur les enfants à travers l'école qui dispense un code moral d'embrigadement, jeu de guerre pour les garçons à travers la figure littéraire du jeune au fusil de bois, cours d'histoire orientés, leçons de morale et de patriotisme, travaux de couture des filles pour les prisonniers, tandis que l'Église exalte la nécessité de l'engagement. Les prêtres comme les instituteurs diffusent une culture de guerre, et prêchent une théologie de la guerre, discours sur l'expiation des péchés et le retour à l'obéissance religieuse.